Alors, vous êtes fiers? Non seulement j'avais pas envie de le faire, mais en plus vous m'avez fait péter les scores sur Ducati. Du coup les autres là, bah ils m'obligent à continuer. Non. Ah, toujours les mêmes, en demandez plus. Ah, t'es encore là toi? Alors vous m'en avez réclamé des sujets, hein. Yamaha. Kawasaki, Harley Davidson, MV Agusta, Suzuki. Et ben vous savez quoi? Non, haha. Pour la peine, je vais vous parler de la BMW GS. Haha. Donc après Ducati, je vais vous parler de la BMW GS. Attends, la GS, le plus Sad. important, Brice. Et voilà, je laisse les copains faire des T5M et ils oublient le plus important. La pub, l'argent, la moula, le cash. Je voulais vous dire que je suis hyper soulagé. Pourquoi? Parce que dans le passé, tous mes potes et toute ma famille, ils m'appelaient à chaque fois qu'ils voulaient acheter une bagnole. Oui, Sad, ça va? Toi qui t'y connais si bien en voiture. Ah ouais, t'es vraiment le meilleur. Je suis sur le point d'acheter une super merguez, mais j'ai peur de me faire avoir. Tu veux bien venir avec moi? C'est pas loin, 4-5 heures de route. C'est tout à l'heure. Non mais sérieusement! Déjà, je suis pas mécano. Et en plus, je suis pas spécialiste de tous les modèles et de toutes les déclinaisons de ta putain de saucisse sur roue. Et puis, c'est une énorme responsabilité de dire à quelqu'un s'il peut ou non acheter une voiture. Acheter une bagnole, c'est une grosse somme. Et si finalement elle marche pas ou qu'elle casse, c'est moi qu'on va appeler pour dire que j'ai mal fait mon travail. Mais ça, c'était avant. Parce que maintenant, il y a Ocase. Ocase, c'est une application mobile qui remplace ton pote qui s'y connaît bien en bagnole. Et tu sais quoi? Elle est bien meilleure que ton pote qui s'y connaît en bagnole. C'est super simple. Pour commencer, exactement comme à chaque fois, tu vas voir la bagnole qui t'intéresse. Et l'application, elle te dit exactement quoi regarder sur la voiture. Les points de rouille, le moteur, l'entretien, le suivi. Tout ce que tu dois vérifier pour être sûr que la voiture, elle a été à peu près correctement suivie et qu'elle te posera pas de problème. Et si l'application, elle te dit que c'est bon, tu peux y aller, achète cette bagnole, et bah tu rentres chez toi et tu te mets dans ton canapé tel une grosse feignasse que tu es. Et en 5 minutes, comme la durée de cette vidéo, enfin presque, tu peux faire toutes les démarches pour l'immatriculation et la carte grise de ta voiture. Depuis ton canapé. Une carte grise, habituellement, ça prend des heures, des jours. Ma voiture, ça fait 6 mois que je dois mettre des plaques définitives dessus, j'ai même pas le droit de rouler avec. Vous dites rien à personne, hein? Et bientôt, l'application Ocase, elle va même te permettre d'obtenir des super tarifs d'assurance et des garanties sur les casses moteurs. Comme ça, même si tu pensais que la voiture n'était pas une merguez et qu'il t'arrive un problème, t'es couvert. Et si t'as la moindre question à laquelle l'application n'a pas répondu quand t'es allé voir ta merguez, tu les appelles au téléphone, il y a des vrais gens qui te répondent, des vrais experts de la bagnole qui pourront te dire si oui ou non c'est une bonne idée. Et pourquoi je vous parle d'une application pour t'aider à acheter une voiture d'occasion alors que ce T5M parle de moto? Et bah tout simplement parce que l'application elle te permet aussi de faire la même chose pour les deux roues. Allez installer l'application sur l'App Store ou sur Google Play, c'est gratuit et j'en suis sûr ça vous servira un jour. Allez, je vous laisse avec Brice et son incroyable histoire de la BMW GS. La GS, on la voit partout, tout le temps. Et elle vient de fêter ses 40 ans. D'ailleurs, avec une livrée spéciale. C'est la MILF des motos. Quoi, vous savez pas ce que c'est qu'une MILF? Eh bien, allez voir sur Google. Non, c'est pas une bonne idée. Non, en fait, c'est pas une très bonne idée. N'allez pas voir sur Google, pardon. Moi, la GS, clairement, c'est une moto qui me faisait pas envie. Pour moi, c'était une moto qu'on voyait partout. Et surtout, pour moi, c'était une moto de vieux. Faux. Pour moi, c'était une moto de vieux. Avant, 1, que je l'essaye. Et 2, que je vois ce qu'en fait le copain Tom Barré. On dit Tom Barreur. Bah, t'as vu ce qu'il fait avec? On peut dire qu'il est barré. Je juge, ta blague est nulle. Oh, T'es ta nul. gueule, tu fais chier les gens. Et merde. Donc ouais, j'ai clairement changé d'avis sur la GS. Pourquoi? Parce que j'ai fait 2500 km avec. On vous raconte tout ici, allez voir après le T5M. Mais reprenons depuis le début. GS déjà, ça veut dire quoi? Geland, Strasse, GS. Geland, chemin, Strasse, route. Je suis désolé pour l'accent, j'ai fait LV2 espagnol. Et en plus, les cours c'était le lundi matin, autant vous dire que je parle pas non plus espagnol. Voilà, GS ça veut tout dire. Une moto qui est à l'aise sur chemin et sur route. Officiellement, la première GS est arrivée dans les années 80, mais elle ne sort pas de nulle part, attention. Attention, c'est le fruit d'une longue histoire d'amour entre BMW et le tout-terrain. Et ça, depuis la R32, née en 1923. Un petit peu avant, au 19e siècle, le moteur Boxer est inventé par un autre Allemand, Karl Benz. BMW le déclinera alors en version bicylindre pour équiper ses avions. C'est alors qu'un ingénieur de l'Air Force autrichienne, Max Fritz, décide d'en faire une version plus légère pour équiper des motos. Et il pivotera le moteur à 90 degrés pour mieux le refroidir et éviter les problèmes de surchauffe. Et c'est ce moteur qui restera pendant longtemps l'une des marques de fabrique de la GS. La grosse GS, hein, la grosse. Et c'est aussi à cette époque que le constructeur bavarois tirera un trait sur les anciennes fourches à ressort et introduira la première fourche avant télescopique à amortissement hydraulique sur la R12 et sur la R17. Very soon, BMW motorcycles were to dominate racetracks around the world. Évidemment, on est encore très loin des modèles GS actuels, mais ça vient. Bon, je vais pas vous étonner, il s'est pas passé grand chose après 1935, donc on va faire un petit saut dans le temps. Les fringues improbables, les pattes def, mais aussi la meilleure décennie musicale. Ok, boomer. Ah ouais, prouve le contraire, vas-y, hein. Alors il y a de la bonne musique, mais c'est pas trop la fête pour BMW qui va vraiment pas très bien. Je suis une malade. Oh, pas malade. Donc là, ils observent ce qui se passe ailleurs. C'est un trail que je vois là-bas.
Les trails commencent à rencontrer le succès chez la concurrence, notamment grâce à des courses comme le Paris-Dakar. Évidemment, les Japonais sont très présents. Chez Yamaha avec la 500 XT, Honda, la 500 XR, Suzuki, la 500 DR, globalement des gros monocylindres. Donc quand on veut se lancer sur un segment sans engager trop de R&D, qu'est-ce qu'on fait? On va voir les Chinois. Pas tout de suite. On prend une moto de route, la R80, et on la déshabille. Et oui, en 1979, BMW présente un dérivé de la R80, un prototype, qui sera testé en Équateur. Et là vous allez me dire, alors une simple copie des japonaises? Eh ben non! Un bicylindre de 798 cc qui délivre 50 chevaux et 57 Nm de couple. Quand ses concurrentes sont des gros monos de 500 qui sortent une trentaine de chevaux, rien que ça détonne! Et il s'arrête pas là, hein. Il lui ajoute quelque chose de totalement innovant à l'époque, un cardan monobras. C'est ce qu'on appelle la première génération de GS, monolever. Les suspensions avant et arrière sont un gros point d'évolution sur la GS. Paralever, monolever, télélever, duolever. On en reparlera très vite. Et oui, les suspensions ne cesseront d'évoluer. Et c'est révolutionnaire comparé à ses concurrentes qui ont une transmission à chaîne. Le cardan est réputé pour être beaucoup plus fiable et beaucoup plus robuste. Ni Heinz ni Zweig, elle est adoptée par les voyageurs du monde entier. Mais ils n'ont pas oublié le S de GS. Ils l'ont équipé de tout ce qu'il fallait pour faire de la route. Un gros bloc optique H4, un frein à disque, un allumage électronique, des pneus Metzeler spécialement étudiés pour être à l'aise sur les deux terrains, une Vmax de 170 km/h. Bref, elle embarque tout ce qu'il faut, même si elle est plus lourde que la concurrence. Et pas mal plus chère aussi, hein. Elle était vendue l'équivalent de 3 750 €. Cher, c'est le prix d'un scooter Kimco. L'inflation, mec, en 80, ça faisait 11 000 €. Plus chère, plus lourde, mais aussi plus confortable, plus polyvalente, plus robuste. Le meilleur des mondes. La GS était née. Et bien née. Elle est venue sauver les fesses de la branche moto de BMW à l'époque. La R80 GS restera au catalogue pendant 7 ans. Non sans évoluer parce qu'elle verra arriver une version 650, la R65. Mais aussi de nouveaux coloris ou, comme en 1982, une version encore plus route. Une routière encore plus routière. Donc une GSS. Une quoi? Gelandstrasse, encore plus de route. Ah ok, j'ai eu peur. Quand on parle d'une marque allemande, évite de dire SS. En tout cas, ce positionnement un peu chelou fera qu'elle n'aura pas le succès de la GS. Parce que la GS, elle continue son parcours de feu, même en compétition, avec un ambassadeur de choix sur une épreuve reine, Hubert Auriol et le Paris-Dakar. En 79, il avait terminé 12e sur sa 500 XT. Il était persuadé qu'avoir une moto plus puissante l'aiderait à gagner. Et pas qu'un peu, mon neveu. Dès 1980, il enfourche la R80 GS pour peut-être... Pour être disqualifié. Ah. Oui, il a pris le taxi à un moment après avoir cassé sa boîte de vitesse. Il aurait dû prendre un Uber. Auriol. La blague est valide. Bon, c'est pas grave, il a quand même gagné en 1981. Regardez, et il gagnera aussi en 1983 sur une R980 GS. La publicité rêvée pour un trail, quoi. BMW en profite forcément pour sortir une édition spéciale. Et d'ailleurs, si vous l'aimez beaucoup et que vous préférez un petit peu de modernité, vous pouvez toujours vous tourner vers la R90 Urban GS, qui lui rend hommage. Et après ces 7 ans de bons et loyaux services, il lui arrive quoi d'après vous à la GS? Au placard? En 1987, BMW présente naturellement sa remplaçante, la R100 GS. Une R80 GS mais en mieux, 980 cc, 60 chevaux, un réservoir plus grand et de meilleurs amortisseurs, des jantes tubeless. Plus de puissance, plus de couple, plus de confort. Mais surtout, elle nous fait entrer dans la deuxième génération de GS en introduisant le paralever. Le paralever est une suspension au parallélogramme qui se déforme et limite l'effet de couple du train arrière et offre un meilleur débattement. Vous voyez ce morceau de papier comment il se déforme? Eh bien ça n'a rien à voir. BMW continue de peaufiner sa recette jusqu'à 1993. Boum! Le choc, l'ovni. Avec l'arrivée de la R1100 GS, BMW passe un nouveau cap, celui de la troisième génération, en remplaçant la fourche avant par un télélever. Et ça donne un caractère très particulier à la moto, parce que combiné au paralever à l'arrière, au freinage la moto ne plonge pas vers l'avant, elle s'abaisse. Mais c'est aussi la première GS avec un moteur à injection et des performances revues à la hausse, 80 chevaux. Et puis surtout une gueule jamais vue encore qui définira le style de toutes les suivantes. On n'aime pas. Autant j'adorais le look des précédentes, autant je trouve que celle-là elle a pas très bien vieilli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, un petit peu comme à chaque lancement, cette GS rencontrera des problèmes à sa sortie. Des jointes qui ne joignent pas trop, et puis des rapports qui sont tout seuls. Parce que pourquoi pas? Mais bon, tout ça sera vite réglé par BMW et elle marquera les esprits de ouf. Et il fallait, parce que la concurrence commence à se faire dure. Hein. Kajiva et son éléphant, l'Africa Twin ou encore la Super Ténéré qui viennent chasser sur les terres de la GS. Là où autrefois la GS était venue chasser sur leurs terres. Ah, bien fait. Ouais, mais c'est bien, la compétition, ça les oblige à innover, ça oblige les marques à se sortir les doigts du fion profondément. Mais ce qui distingue la GS, c'est son caractère de routière. Et ce sera un gros faire venir pour la marque, à tel point que 65% des possesseurs de GS n'avaient pas de BMW avant. À partir de là, les modèles vont se succéder de plus en plus vite. Et si vous voulez une preuve de l'importance de la GS au catalogue de BMW, et bien c'est elle qui bénéficiera de toutes les innovations apportées au moteur boxer avant même les autres modèles de la marque. Donc en 1999 est présentée la R1150 GS, avec un style asymétrique.
Alors moi, le côté asymétrique des feux, ça a jamais été trop ma cam, hein. Surtout là, ça m'a toujours fait penser à Forest Whitaker. Je sais pas. GS, Forest. GS, Forest. GS, GS, Forest, Forest, GS. Vous voyez une différence? Moi non. Bon, la R1150 GS sera aussi la première à bénéficier d'une déclinaison Adventure. Une GS plus grosse qu'une GS avec un réservoir de 30 litres qui te permet d'aller encore plus loin. 30 litres, c'est presque autant que le réservoir de ma Twingo RS. 300 kg le bestiau, ça aussi c'est presque autant que ma Twingo. Mais bon, c'est le prix pour voyager en confort et pouvoir aller loin, partout, tout le temps. Des plus gros GS, mais aussi des plus petites GS comme la F650 GS qui arrive au catalogue en 2000. Motorisée par un monocylindre Rotax de 50 chevaux, elle embarquera aussi une roue avant de 21 pouces et ouvrira la route à toutes les petites GS qui suivront. Ne m'en voulez pas, je vais me concentrer uniquement sur les grosses GS, sinon on est encore là demain. Déjà que t'es pas foutu de respecter les 5 minutes. Bah voilà, exactement. En 2004 arrive la 4e génération de GS, c'est la 4e oui, équipée d'un dual lever, la R1200 GS. Bonne nouvelle, elle fait 100 chevaux et pèse 11 kg de moins que la précédente. Boy, that escalated quickly. Une autre bonne nouvelle, elle reçoit des pare carters pour mieux la protéger. Vous pensez qu'il y en a d'autres, des bonnes nouvelles? Eh ben non! La première version est équipée d'un pont qu'on ne peut pas vidanger et qui pose quelques soucis. Tu vois, Diego, c'est ça de faire une vidange. Ça doit couler. Ah, si, patron. Tu vois, toi, t'as fait de la merde. Et maintenant, moi, je suis coincé au Pérou ou en Argentine, je sais pas trop bien où je suis. Cabron. Malgré ça, la R1200 GS s'impose sur le marché, c'est celle qu'on verra le plus. La GS de tous les records de vente. À tel point qu'en 2005, on verra la version HP2. Haute performance, encore plus extrême, plus puissante, plus légère, sans télélever et produite à très peu d'exemplaires. La GS vivra ensuite d'un facelift, arrivé en 2012. Elle est trop belle! Et puis aussi l'arrivée de l'ESA, le réglage des suspensions électroniques, en 2007. Dans la vraie révolution suivante arrive en 2013, un peu forcé par les normes Euro 4. BMW abandonnera le refroidissement à air pour passer au refroidissement liquide. Mais aussi embarquera de séries plus électroniques, l'ESA par exemple. Bon honnêtement c'est aussi un bon prétexte pour vous faire passer à la caisse, hein, parce que de série elle embarque les modes Rain et Road. Si vous voulez les modes dynamiques, Enduro, Enduro Pro, bon il faut allonger un petit peu quand même. Hein. T'as une GS qui t'est vendue pour aller sur les chemins, et t'as même pas le mode Enduro de série, c'est un peu crevard quand même. Mais bon c'est bien un truc que les Allemands aiment plus que les chaussettes sandales, c'est les options. Des options. Et lancé sur l'autobahn du YOLO, on aura droit à une version tous les ans. Des versions rallye trop belles, des versions exclusives trop belles, plus de puissance, de la techno, genre un shifter, un démarrage sans clé, ou un ABS qui prend en compte l'inclinaison. Et ils en ont même fait une complètement autonome, qui tient debout toute seule grâce à un gyroscope, si jamais vous avez la flemme de vous garer. Allez, une dernière pour la route. En 2019 est présentée la R1250 GS Shift Cam, équipée d'une distribution variable. Bah oui, un boxer, c'est un moteur qui continue de cogner un petit peu à bas régime. Le Shift Cam qui présente des profils plus ou moins agressifs des cams pour s'adapter au régime et assouplir l'ensemble. Et puis évidemment, plus de puissance. L'actuelle GS fait 136 chevaux, 143 Nm de couple. Pouh! Et c'est pas tout, pour fêter les 40 ans de la GS, BMW a sorti une édition noir et or magnifique, la MILF des motos. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous en savez plus sur l'histoire de la GS maintenant. Comme d'habitude, difficile d'être exhaustif sur les sujets, j'ai préféré me concentrer sur les moteurs boxers. Et je suis désolé si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais ça reste notre marque de fabrique quand même. En tout cas, on lit tous vos commentaires, on essaye d'y répondre si c'est possible, et on prend pas trop mal la critique. C'est faux, dites encore du mal de Monosourcil, bande d'en fume. En tout cas, merci pour votre soutien sur la vidéo Ducati, j'espère que celle-là vous aura plu. Vraiment, essayez une GS, vous verrez ce que ça donne. C'est une sacrée expérience, c'est pas pour rien qu'elle représente un tiers des ventes de motos chez BMW, vraiment. Et encore aujourd'hui, c'est une des motos les plus vendues au monde, si ce n'est la moto la plus vendue au monde. Et surtout, allez voir le road trip qu'on a fait avec Antoine. 2500 km au guidon de la GS, je vous explique tout et pourquoi je l'ai aimé. Parce que oui, spoil, je l'ai aimé. Allez, je compte sur vous pour liker, vous abonner. On le sait que vous savez, mais honnêtement, vraiment ça nous aide. Allez, V et des bisous. Des bisous et des claques, oui.